بسم الله الرحمن الرحيم. Bonjour à tous et bienvenue à ce 16e cours sur l'électromagnétisme, c'est-à-dire le premier cours sur l'électromagnétisme, vidéo 55. Nous allons voir aujourd'hui ensemble le champ magnétique, la superposition de plusieurs champs magnétiques, la loi de Lorentz, suivie de deux exercices corrigés. Tous les phénomènes magnétiques sont dus à deux causes. Quelles sont ces deux causes? La première cause, c'est le mouvement de charge électrique, courant électrique, puisque le courant électrique a un effet magnétique, et quelques propriétés intrinsèques, c'est-à-dire intérieures ou propres de la matière. Le champ magnétique. Où trouver un champ magnétique? On trouve un champ magnétique autour d'un aimant naturel ou artificiel. Naturel comme par exemple aux environs d'un minerai de fer, ou artificiel, c'est-à-dire fabriqué en usine. On trouve aussi un champ magnétique autour de la Terre que l'on considère comme étant un énorme aimant. C'est ce qui explique le fonctionnement de la boussole, d'un conducteur parcouru par un courant électrique. Le champ magnétique est une grandeur vectorielle, donc ce n'est pas une grandeur scalaire, mais c'est une grandeur vectorielle, notée pour notre cas, par B. Son nom complet est champ d'induction magnétique. Le champ magnétique agit sur une charge électrique externe Q avec une force Fb, de la même façon qu'un champ électrique agit aussi sur une charge électrique externe Q avec une force Fe. Superposition de champs magnétiques. Exemple, si on a plusieurs champs magnétiques appliqués en un même point, par exemple, on a le champ B1, B2, B3 et B4. Quel est le champ résultant de ces quatre champs magnétiques? Il suffit de faire la somme géométrique. On sait déjà comment faire une somme géométrique graphiquement. Donc voilà B qui est égal à B1 plus B2 plus B3 plus B4. Cas général, si on a maintenant plusieurs champs magnétiques, de B1 jusqu'à Bn, qui agissent simultanément sur une charge électrique en mouvement ou sur une aiguille aimantée, le champ magnétique résultant ou équivalent B est égal à la somme vectorielle. Et j'insiste sur somme vectorielle de tous les champs agissants. Donc nous aurons B vecteur égale la somme de ces vecteurs, c'est-à-dire sigma de 1 jusqu'à n de BI. L'unité du champ d'induction magnétique est le Tesla, noté par la lettre T, ou Gauss G, mais l'unité la plus utilisée est le Tesla. Sachant que 1 Tesla, c'est égal à 10 puissance moins 4 Gauss. La loi de Lorentz, découverte par Hendrik Antoon Lorentz, qui a vécu entre 1853 et 1928. Une charge électrique en mouvement dans un champ magnétique est soumise à trois forces. À la force magnétique, due au champ magnétique, au champ électrique, il y a un champ électrique, et bien sûr au champ de pesanteur. Définition: une charge Q, située en un point, qui se déplace avec une vitesse V dans un champ magnétique caractérisé par ce vecteur B, subit une force magnétique appelée force de Lorentz, qu'on note par Fb, donnée par la formule Fb égale QV produit vectoriel B. Donc nous avons ici un produit vectoriel. Fb est le produit vectoriel de QV par B. Ça veut dire que Fb est perpendiculaire au plan formé par QV, c'est-à-dire par V, et par B. Son sens est déterminé par la règle des trois doigts de la main droite, à savoir que le pouce nous indique QV ou bien V, l'index le champ magnétique et le majeur
la force magnétique auquel est soumise cette charge électrique à condition qu'elle soit en mouvement. Son module aux normes, c'est égal à FB égale QVB sinus θ, puisqu'on sait que le produit vectoriel de cette expression-là, son module, c'est FB QVB sinus θ. Θ, c'est l'angle compris entre B et V. N'oublions pas les unités, FB en newton, Q en coulomb, V en mètres par seconde, B bien sûr en Tesla et θ en radian. En présence de champs magnétiques et électriques, que va-t-il se passer lorsqu'on a en un même lieu, en un même point, l'effet d'un champ magnétique et d'un champ électrique? Quand une charge se déplace dans une région de l'espace où règne un champ magnétique plus un champ électrique, la résultante est égale à la somme des deux forces, la force électrique et la force magnétique. Donc F, c'est égal à Fe, la force électrique, plus la force magnétique. On sait que la force électrique, c'est QE, et la force magnétique, c'est égal à QV fois B. Autrement dit, F égale facteur commun Q, E plus V, produit vectoriel B. Cette expression, c'est la loi de Lorentz. Un premier petit exercice, une particule de masse 5 10 puissance moins kg porte une charge de 2,5 10 à la puissance moins 8 coulombs. On communique à la particule une vitesse initiale horizontale de 6 10 puissance 4 mètres par seconde. Quels sont la grandeur et la direction du champ magnétique minimum qui maintiendra la particule sur une trajectoire horizontale en compensant l'effet de la pesanteur. هذا هو النص باللغة العربية، وتجدون الدرس كاملا كذلك باللغة العربية. Le corriger. On sait que la force magnétique F égale QV0 fois B. F égale QV0 B sinus alpha. Alpha, c'est l'angle compris entre le vecteur vitesse et le vecteur champ magnétique. Le poids, on sait que P égale mg. Pour que la trajectoire de cette particule reste horizontale, il faut que les deux forces soient directement opposées. Directement opposées, ça veut dire que F égale moins P. Les deux forces ont la même direction, le même module, mais de sens contraire. Application numérique, B est perpendiculaire à V0, ça veut dire que sinus alpha égale 1. Autrement dit, F égale QV0B, le module ou la norme. P c'est égal à mg. On égalise entre ces deux expressions-là et on trouve que B c'est égal à mg sur Q fois V0. Application numérique, B sensiblement égal à 3,27 Tesla. Donc, pour que cette condition soit remplie qui est donnée dans l'énoncé, il faut que B soit sensiblement égal à 3,27 Tesla. Sinon, la particule ne va pas suivre une trajectoire horizontale. B est horizontale et perpendiculaire au plan vertical formé par la vitesse V0 et la force F. Ça, c'est la direction. Donc, on voit bien sur ce schéma le vecteur F, le vecteur P et B qui est horizontal et parallèle à Y', où est Y'? Je vous rappelle que le symbole pour un vecteur entrant perpendiculaire dans le plan se note par ce symbole-là. Donc ici, on a B qui est perpendiculaire au plan et c'est un vecteur entrant. Donc il va dans le plan de votre écran. Quand on a ce symbole-là pour un vecteur, ça veut dire que le vecteur est sortant et perpendiculaire au plan. Donc retenez bien ces deux symboles pour différencier lorsque le plan sort du plan vers vous, celui-là,
et lorsque le vecteur, comme dans ce cas, B est entrant, c'est-à-dire il va dans le plan de votre écran de votre PC. Donc voilà, à retenir ce schéma. Donc ça c'est sortant et ça c'est entrant. Deuxième exercice un peu plus délicat. À l'instant initial t égale 0, une particule de masse petit n et de charge électrique Q positive pénètre en O avec la vitesse V0 dans une région de l'espace où règne un champ magnétique uniforme B. On suppose que V0 est perpendiculaire à B. Le référentiel est celui du dispositif qui crée le champ magnétique. On utilise la base de Frenet, c'est-à-dire les vecteurs T et N, liés à la particule au cours de son déplacement, complétés par le vecteur unitaire K, l'axe des Z, fixe et perpendiculaire au plan formé par T et N. Donc on a trois, dans ce référentiel, on a trois vecteurs T, N et K. Nous étudions le mouvement de la particule à l'intérieur du champ uniquement, pas à l'extérieur du champ. Sachant que le mouvement se fait dans le vide et en négligeant le poids de la particule, trouvez l'expression de l'accélération acquise par la particule, bien sûr, lorsqu'elle entre dans le champ magnétique avec une vitesse initiale V0. Quelle est la nature du mouvement de la particule? Voilà un schéma qui résume cet énoncé-là. Donc ici aussi on a B qui est entrant. Donc on ne le représente pas par un vecteur sur ce plan, mais c'est un vecteur qui est rentrant, c'est-à-dire dans le plan de l'écran. هذا هو النص باللغة العربية، وأذكر في كل مرة أن كل الدروس باللغة الفرنسية توجد باللغة العربية على نفس هذه القناة والعكس بالعكس. Le corriger. On va d'abord étudier cinématiquement dans le cas où la vitesse initiale est perpendiculaire au champ magnétique, puisqu'on nous dit dans l'énoncé que la vitesse est perpendiculaire au champ magnétique, ceci bien sûr au temps t égale 0. Quelles sont les forces et l'accélération en présence? Donc, on a un point P, on a la charge Q, positive, animée d'une vitesse initiale V0, elle pénètre dans ce champ magnétique. Au temps t égale 0, bien sûr, on va prendre ce référentiel qui est lié à la particule. Donc on a ici l'axe tangentiel et ici l'axe normal. Et on a le troisième axe qui est sortant de l'écran, c'est-à-dire le vecteur unitaire K. B est entrant. Donc B va dans le plan de l'écran. Force de Lorentz, on sait que la force de Lorentz est donnée par cette formule. Donc FB est perpendiculaire à B d'après la règle des trois doigts de la main droite. Il n'y a pas de frottement car le mouvement se fait dans le vide. Revenir à l'énoncé. Le poids P est négligeable devant FB. Revenir à l'énoncé, ça c'est dit dans l'énoncé. L'accélération de la particule. Donc en principe, une accélération dans ce référentiel, elle a trois composantes. A suivant K, A suivant T et A suivant N. La relation fondamentale de la dynamique s'écrit, la somme des forces est égale à MA. C'est-à-dire, puisqu'ici la seule force qui agit, c'est la force magnétique. Donc QV fois B égale MA. A est perpendiculaire à B. Pourquoi? Parce que F est perpendiculaire à B, donc ça veut dire que A est perpendiculaire à B. La voici. Projetant sur les directions de K, T et N, cette accélération-là, A. AK égale 0, c'est-à-dire la composante suivant le vecteur unitaire K est égale à 0. Pourquoi? Parce que A est perpendiculaire à B et B est parallèle à K. Ça veut dire que A perpendiculaire à K. AT égale 0. Pourquoi? Parce que A perpendiculaire à V,
Donc revenir et bien réfléchir à ce que je dis et en se basant sur ce schéma-là et sur l'énoncé. Et V parallèle à T. Donc ça veut dire que A est perpendiculaire à T. Si A est perpendiculaire à T, ça veut dire que sa composante suivant T est égale à 0. Si A est perpendiculaire à K, ça veut dire que sa composante suivant K est égale à 0. Que reste-t-il? Il nous reste AN, l'accélération normale. L'expression de l'accélération acquise par la particule est donc, on remplace ici, QVB sinus alpha, c'est égal à MA. Sinus alpha égale 1, pourquoi? Parce que parce que V est perpendiculaire à B, donc le sinus de 90 degrés est égal à 1. Revenir à l'énoncé. D'ici, on tire que A, c'est égal à une accélération normale, c'est-à-dire suivant le vecteur n, est égal à la valeur absolue de Q sur mv fois B. Voilà, nous venons de répondre à la première question. Deuxième question, nature du mouvement de la particule. Donc voilà le schéma que nous avons obtenu. AK, c'est-à-dire la composante de l'accélération suivant K, c'est égal à la dérivée de VK par rapport à T. Or, ça c'est égal à 0 puisque nous venons de démontrer que AK égale 0. Ça veut dire que VK c'est égal à une constante, mais ici la constante ne peut être que 0 puisque la vitesse est horizontale, donc la vitesse n'a pas de composante suivant K. Il n'y a pas de mouvement suivant K. Le mouvement est plan, c'est-à-dire qu'il se fait dans un plan. Il s'effectue dans un plan perpendiculaire à B, contenant la vitesse initiale V0, puisqu'initialement on a V0 perpendiculaire à B. À un temps T supérieur à 0, c'est-à-dire maintenant on n'est plus dans le cas où T égale 0, on est au temps T supérieur à 0, quelques instants plus tard. Remarquez que N et T suivent la position de la charge Q. C'est ça la caractéristique du repère de Freinet. AT, qui est égal à la dérivée de VT par rapport au temps, c'est égal à 0. VT, c'est égal à V, c'est égal à constante, puisque au début, on nous dit que la vitesse initiale V0 est parallèle à T. Donc VT, puisque AT c'est égal à la dérivée de VT par rapport au temps, VT c'est égal à V, c'est égal à une constante. Donc la vitesse de la particule en se déplaçant dans ce champ magnétique, elle reste constante. Le mouvement donc est uniforme, puisque la vitesse est constante, le mouvement est uniforme. Voilà de nouveau le schéma que nous avons dessiné auparavant. Comme la coordonnée normale de l'accélération s'écrit toujours, AN c'est égal au carré de la vitesse sur ρ. Que représente ρ? Ρ est le rayon de courbure du cercle tangent en ce point où se trouve la charge au temps t. Donc, le voici, ρ. On en déduit que AN c'est égal, puisqu'on a déjà trouvé l'expression de AN. AN c'est égal à Q sur mv fois B, c'est déjà trouvé. On remplace maintenant AN par cette expression-là. Donc, V carré sur ρ, c'est égal à Q sur M fois VB. De là, on tire ρ, c'est égal à mv sur QB. Or, M est constante, V est constante, Q est constante et B est uniforme. Donc, B est constante. M, Q, V, B sont constantes. Cela veut dire que ρ, le rayon de courbure, est constant. Ça veut dire, on va le poser égal à R, donc la trajectoire ne peut être qu'un cercle. Le mouvement est circulaire. Le voici. Donc lorsque la charge entre au point O, elle va suivre cette trajectoire, sous l'effet de la force magnétique. Voilà le rayon R, donc R égale ρ. Remarque, la vitesse est constante en module, mais pas en direction.
V. On a bien écrit V égale constant, ça veut dire que le module de V est constant. Mais la direction change en chaque instant. En chaque point, on a la tangente avec un vecteur V. Donc la direction de V change. Seulement, le module ne change pas. V0 est différent de V. V0 égale V. Donc remarquez ici, V0 différent de V, c'est-à-dire les deux vecteurs, l'un est différent de l'autre. Mais au point de vue module, ils sont égaux. Maintenant, si on veut représenter l'accélération est normale puisque A égale AN, donc A est dirigé vers le centre de cette trajectoire. Il en est de même pour F, puisque F et A sont toujours collinéaires et de même sens. Au temps t égale 0, on avait FB. Donc, la force reste constante en module, mais pas en direction. Conclusion, une particule chargée entrant dans un champ magnétique avec une vitesse perpendiculaire à B décrit un mouvement circulaire uniforme dans un plan perpendiculaire au champ, c'est-à-dire au champ magnétique. Que le rayon de la courbure est donné par l'expression R égale mv sur qb. C'est-à-dire, lorsque je remplace ρ par R, j'obtiens cette expression-là. Le rayon de la trajectoire est donné par l'expression. Il dépend de la masse, de la vitesse initiale, de la charge Q et du champ magnétique. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce cours aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous donc au prochain cours. Ce sera le 17e cours sur l'électricité et le magnétisme. Mais ça sera le deuxième cours sur le chapitre de l'électromagnétisme, la vidéo 56. Qu'est-ce que nous verrons dans ce prochain cours? La loi de Laplace, les applications sur cette loi, la balance de coton, l'effet Hall, et bien sûr, on termine avec un exercice corrigé comme d'habitude. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de courage et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ces cours vous semblent intéressants. Salut, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.